ou de cacher un élément en fonction de la largeur et de la hauteur du support. Il est donc possible de créer deux menus et afficher le plus petit pour l'écran de faible résolution. Angular, il permet de changer les propriétés d'un élément en fonction de la taille de l'écran au lieu de créer deux menus. Donc, je vais avoir le même menu et juste la taille de ce menu-là, dépendant du support, est-ce que c'est un bloc-notes, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est un PC, est-ce que c'est un ordinateur, est-ce que c'est un téléphone, ça va changer la taille d'affichage de cet élément-là automatiquement. Donc, vous avez la même application affichée sur différents supports et on va dire le CSS, le design de l'application, il va s'adapter à la taille du support. Donc là, généralement, pour les grands écrans avec une haute résolution, vous avez les menus qui s'affichent en haut, ou bien en bas, ou bien à côté. Si vous avez une tablette ou bien l'écran d'affichage d'un smartphone dont la taille elle est un peu limitée, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ces menus-là, ils sont affichés au milieu ou bien à la barre du côté pour donner plus de facilité d'utilisation de l'application. Sinon, si le menu ne s'affiche pas ou le design est trop compliqué, l'utilisateur, tout simplement, il ne va pas utiliser l'application. Donc, un avantage de l'utilisation de Angular, c'est que je n'ai pas à coder on va dire le design ou bien le CSS de mon application selon le support, dire ça c'est pour la version web, ça c'est pour la version mobile, ça c'est pour la version mobile mais sur une tablette, ça c'est pour la version mobile mais sur un ordinateur bureau et ainsi de suite. Mais je crée mon application et automatiquement, avec cette propriété de responsive design, le design créé, il va s'adapter à la taille, longueur et largeur du support utilisé pour visualiser l'application. Donc, c'est un avantage de l'utilisation de Angular. Donc, juste pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, Angular, c'est un framework qui a été repris par Google à partir de 2010. Ce framework-là, il est basé sur le langage TypeScript, lui-même qui est basé sur JavaScript. Donc, on peut dire, c'est correct de dire qu'Angular, il est basé sur JavaScript. Il est basé sur le concept des SPA, donc des pages qui s'exécutent du côté client pour ne pas trop charger le serveur. Il adopte le modèle MVVM. Donc, on a dit qu'on a le traitement qui se passe dans la vue ou dans le modèle, la vue qui représente la template qui va s'exécuter du côté client et le contrôleur qui va permettre de faire la liaison et la communication entre le métier qui est dans le modèle, le code, le traitement, et la vue, la template qui affiche le résultat du côté client à travers, bien sûr, une page HTML. On a dit qu'il est adapté pour les mini sites e-commerce, les applications web, les tableaux de bord, et qu'il est doté de responsive design qui permet de créer des applications adaptées aux différents supports d'affichage, que ça soit du côté web ou du côté mobile. Donc voilà pour Angular, ça c'était une présentation générale du framework. Pour le reste, comme je vous ai dit, puisque pour utiliser Angular, j'ai besoin de coder, créer des interfaces, créer des classes ou qui vont contenir le code que je vais visualiser dans les vues ou dans les templates. Pour écrire le code, on a besoin de travailler avec TypeScript. Donc, on va prendre le temps de parler de TypeScript. C'est quoi TypeScript comme langage de programmation? Il est basé sur quoi? Comment faire pour l'exécuter, pour le transpiler et ainsi de suite. Une fois qu'on a pris la main, on a fait la prise en main de TypeScript, là, on va revenir à Angular pour parler un peu des différentes composants de Angular, comment faire l'envoi des données, comment faire l'affichage, le templating, les modules et ainsi de suite. Donc, après la partie présentation, maintenant, on va passer à la partie présentation du langage de programmation utilisé dans Angular, qui est TypeScript. On a déjà parlé. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une question, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'importe quoi, soit vous allez la poser directement ou bien vous allez m'écrire dans le chat. D'accord? Moi,
on a essayé bon, la première partie, c'est juste une présentation. Là, quand on va passer au langage de programmation, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Comme ça, on essaye de mieux comprendre. Parce que si vous comprenez TypeScript, vous comprenez les règles et la programmation, après Angular, comment faire pour la gestion des composants, des modules, du data binding, c'est simple. Parce que tout, il est basé sur ce langage de programmation-là. Donc, il faut bien comprendre les bases du langage TypeScript. Donc là, pour parler de TypeScript, dans le titre, il y a rappel sur le ECMA 6 et le ECMA 2015. Bon, on a déjà parlé, on a déjà dit qu'il y a une relation entre TypeScript et JavaScript. Donc, c'est quoi cette relation-là? Pourquoi on fait ça? C'est ce qu'on va essayer de détailler dans cette partie-là. Donc, on va dire depuis bon, les années 1999, il y avait le JavaScript version 3. Bon, c'est ça ce qu'on dit, le ECMA standard. Donc, le ECMA standard, soi-disant, c'est la norme où chaque année, à peu près, ou chaque 2 ans, il y a un ensemble de personnes, d'experts, qui se réunissent pour discuter de la norme JavaScript et essayer d'améliorer, soit ajouter de nouvelles propriétés, ajouter de nouvelles déclarations, nouvelles fonctions, nouvelles parties du code, ou bien supprimer d'autres codes, d'autres parties, ou bien laisser le JavaScript tel qu'il est. Donc, ce standard-là de normes, c'est ce qu'on appelle le ECMA standard, et c'est ça ce qui nous donne les normes ou les règles de programmation de JavaScript. Donc, au fur des années, soi-disant, à partir de 2015, il y a le standard actuel qui est exécuté dans tous les navigateurs, donc supporté par tous les navigateurs, que ce soit Chrome, que ce soit Mozilla Firefox, que ce soit Safari ou bien les Android qu'on utilise pour exécuter les applications web sur les téléphones. Donc, c'est le standard ECMA 6 ou bien ce qu'on dit ECMA standard de 2015. Alors, actuellement, il y a le ES7 qui n'est pas supporté par tous les navigateurs. Il est par exemple supporté par Chrome, mais il peut y avoir des problèmes d'exécution dans d'autres plateformes ou dans d'autres navigateurs. Mais à la base, le ECMA Standard 6, le JavaScript qui répond à la norme ECMA Standard 6, il est exécuté, il est accepté par tous les navigateurs. Donc, il n'y aura pas de problème d'exécution. Alors, le JavaScript, c'est une implémentation du standard ECMAScript, donc le ES. ES6 ou ES 2015, c'est la dernière mise à jour du JS. Quand on parle JS, c'est JavaScript, proposée dans l'année 2015. Pourquoi celle-là, elle est importante? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont venus après, bien sûr. Mais celle-là, pourquoi elle est la plus importante? Parce que je vous ai dit, c'est celle qui est acceptée par tous les navigateurs. Alors, pourquoi c'est important que ça soit accepté par tous les navigateurs? Ça veut dire que quel que soit le navigateur que je vais utiliser pour afficher mon application, il ne va pas y avoir de problème lors de la compilation du code JavaScript. Parce que si moi j'écris un code qui n'est pas supporté dans un navigateur et j'utilise ce navigateur-là pour visualiser mon application, ça va me donner tout simplement une erreur. Donc, on ne cherche pas à avoir des erreurs. C'est pour ça que toutes les applications, pour éviter, ils sont basés sur cette norme qui est supportée par tous les navigateurs sans problème. Alors là, quelques fonctionnalités de JS qui ont été introduites dans le 2015. Il y a le Add Event Listener, il y a le Query Selector All, le DOM Content Load, le Class List. Bon, ça, c'est des applications, pas des applications, mais c'est comme des fonctions qu'on utilise lors de la génération d'un code JavaScript basé sur la norme 2015. Bon, brièvement, on va essayer de les voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ce concept de transpilation. Donc, pourquoi transpilation? Elle est définie comme étant une compilation de source en source. Normalement, la compilation, c'est quoi? C'est quand je prends un code, c'est-à-dire la source, je vais la compiler et ça me donne une sortie. Donc, j'obtiens le résultat. Là, je vais prendre un code écrit dans un langage de programmation. Donc, je prends une source et je vais la transpiler pour avoir le même code dans un autre langage de programmation. Donc, il ne va pas y avoir de résultat. Je ne vais pas avoir une sortie, mais je vais avoir le même code traduit
dans un autre langage. Donc, cette opération-là, c'est ce qu'on appelle la transpilation. Alors, le transpiler, c'est l'outil qui permet de réaliser tout simplement la transpilation. Donc, c'est le compilateur qui va permettre de passer d'un code écrit en langage X vers un code écrit en langage Y. Donc, il y a des navigateurs qui ne supportent pas les nouvelles versions, le ES6 et le ES7, donc les versions orientées objets de JavaScript. Un transpiler prend un code source qui est écrit en norme standard 2015 et plus en entrée et il va générer en sortie un code écrit en ECMA standard 5 qui est accepté, qui est compilé dans tous les navigateurs sans problème. Donc le transpiler, il permet aussi de créer des applications web utilisant différents langages de programmation comme TypeScript, CoffeeScript, Dart. Donc tout ça, c'est des langages qui sont basés sur JavaScript. Un transpiler va traduire les langages non supportés essentiellement par les browsers en JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Angular, il est basé sur TypeScript. TypeScript, il est basé sur la version ES6 et ES7. Donc, chaque fois qu'il y a une nouveauté, les dernières versions de TypeScript, ils sont basés sur ES7. Ce standard-là, il n'est pas supporté par tous les navigateurs. Le standard qui est supporté par tous les navigateurs, c'est le standard 5, ES5, JavaScript version 5. Donc, ce qui va se passer si moi, je veux exécuter directement mon application qui a été créée avec Angular sur un navigateur, il se peut que ça va marcher sur un navigateur et pas sur un autre. Et sur le même navigateur, il se peut qu'une partie va s'exécuter, une autre partie ne s'exécute pas. Donc, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le code qui a été écrit dans le TypeScript, qui est le langage de programmation de Angular, je vais le transpiler, je fais l'opération de transpilation pour traduire le code de TypeScript vers un code JavaScript standard 5 et c'est ce code-là traduit que je vais exécuter dans n'importe quel navigateur et ça va s'exécuter sans problème. Donc, ce qu'il faut garder dans la tête, c'est que Angular en tant que framework, les single page applications, les SPA, qui sont écrits en TypeScript, on va les écrire en TypeScript, mais quand on va les exécuter, on va tout d'abord les transpiler en JavaScript et après, on va exécuter le JavaScript pour avoir la sortie, que ce soit le traitement ou l'affichage d'une page HTML ou autre. Donc, d'où l'importance de l'utilisation de ce transpiler-là. Donc, il existe plusieurs transpilers de JavaScript. On a Tracer, Babel, TypeScript, Générateur, Prepack et d'autres. Donc, l'avantage ici, c'est que TypeScript, en même temps, c'est un langage de programmation orienté objet et en même temps, c'est un transpiler. Donc, je prends un code écrit en TypeScript et j'utilise TypeScript lui-même en tant qu'outil pour transpiler le code de TypeScript vers un code JavaScript version 5. Et c'est ce code-là que je vais exécuter par la suite pour avoir mon résultat. Donc, j'ai répété plusieurs fois cette étape-là parce qu'à chaque fois, soit quand on va faire les TP ou le jour de l'examen, quand on vous pose une question, il y a toujours des gens qui veulent exécuter directement le code. Donc, c'est pour ça qu'on répète et qu'on répète. Encore une fois, un code TypeScript ne peut pas s'exécuter automatiquement. Je dois obligatoirement le transpiler. La transpilation, c'est le fait de traduire le code TypeScript vers un code qui s'exécute sans problème dans tous les navigateurs. Le code qui s'exécute sans problème dans tous les navigateurs, c'est le JavaScript version 5. Donc, le TypeScript, il est transpilé en JavaScript version 5. Et cette version-là, c'est ça ce qui est exécuté dans les navigateurs. Donc là, par exemple, on a ce code-là. Ça, c'est écrit en TypeScript. La déclaration des variables en TypeScript se fait avec let. Je déclare une variable qui s'appelle ma variable, égale pour faire l'affectation, et je lui donne la valeur 1, 2, 3, et je termine avec un point-virgule pour terminer l'instruction. Donc ça, c'est une déclaration d'une variable qui s'appelle ma variable avec la valeur 1, 2, 3. Après, on fait une condition, if true. Let, ma variable est égale à 4, 5, 6. Je change la valeur de ma variable. Bon, le else, il n'y en a pas. Et après, on fait un affichage en console. Console.log, j'affiche ma
variable. Donc, ce code-là, je ne peux pas l'exécuter directement parce qu'il est écrit en TypeScript. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transpiler avec un transpiler, avec TypeScript lui-même, et ça va me générer la version du même code traduit en JavaScript version 5. Donc, la déclaration des variables en JavaScript se fait avec var. Donc, var, le nom de la même variable avec les mêmes valeurs. If, là, en TypeScript, je veux déclarer une variable dans un bloc de conditions internes, je peux utiliser le même nom. En JavaScript, non, je ne peux pas le faire. Donc, je dois déclarer une nouvelle variable. Donc, on a pris la même variable et on a ajouté un. Et après, on a fait l'affichage en console. Donc, c'est le même code, mais je dois tout d'abord le transpiler vers un code en JavaScript version 5. Et c'est ce code-là que je vais exécuter pour avoir le résultat dans la console. Donc, toujours 2 étapes. Prendre le code en TypeScript, transpiler le code vers JavaScript et après exécuter le code JavaScript. Donc, écrire un transpiler est très simple à utiliser en 2 étapes. Écrire un code en ES6 et plus, fournir le code écrit comme entrée pour le transpiler qui le traitera et produit un code en JS. Et c'est ce code-là qui va s'exécuter après. Donc, voilà comment ça se passe pour un transpiler. Alors, là, on va essayer de donner quelques règles de programmation de la norme standard 6 utilisée dans JavaScript. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on va parler de TypeScript, qui est ça, alors c'est où? TypeScript, il est basé sur JavaScript. Donc, TypeScript, on va parler d'un superset de JavaScript. C'est comme ça qu'on identifie ou bien c'est comme ça qu'on va déclarer le langage TypeScript. C'est un superset, un surensemble de JavaScript. Tout code JavaScript peut être utilisé avec TypeScript. Donc, je peux écrire un code en JavaScript et le compiler en TypeScript sans problème. Là, on a la version 5. On a dit que cette version-là, elle est compilée dans tous les navigateurs sans problème. Pour la version 5, on a ajouté d'autres nouveautés parce qu'on a d'autres besoins, parce qu'on a eu des problèmes, des bugs. Donc, on a essayé d'ajouter de nouveautés au langage. Donc, ça a nous donné la nouvelle norme ECMA Standard 6 qui est toujours basée sur la norme 5 mais avec des nouveautés. Et pour cette norme-là, on a ajouté d'autres fonctionnalités, d'autres déclarations, d'autres nouveautés pour avoir le langage TypeScript. Donc, le langage TypeScript, il est basé sur la version 6 et la version 7 de JavaScript. Donc, c'est pour ça, avant de présenter TypeScript, il va falloir un peu rappeler JavaScript et surtout la norme 6. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait pour déclarer les variables, les types? La version 6, elle est orientée objet. La version 5, elle ne l'est pas. Donc, on va voir la partie déclaration des classes et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait le tour des nouveautés de JavaScript version 6, là, on va parler de TypeScript comme langage de programmation du framework Angular. Donc, juste pour comprendre un peu pourquoi on va voir toute cette partie de JavaScript version 6. Donc, voilà. Alors, on va revenir. Donc, on a parlé de, bon, la version, on va dire, 5, c'était en 2009. Il y a eu une mise à jour, mais c'est toujours la même version en 2011. Et en 2015, on a fait la version standard actuelle qui est à peu près utilisée abondamment, qui est la base des TypeScript, CoffeeScript, Dart, bon, les langages transpilés basés sur JavaScript. Et il y a même la version ES7. Donc, nous, on va déjà voir la version ECMA standard 6. Qu'est-ce qu'on a ajouté à la version standard 5? Et bien sûr, si on comprend ces ajouts-là, là, c'est ce qu'on va trouver dans TypeScript parce que TypeScript, il est basé sur ça. Après, quand on va présenter TypeScript, on va juste présenter qu'est-ce qu'on a ajouté
à la version 6 pour avoir TypeScript. Alors là, on a dit pour tout ce qui est version 5 et avant, on déclarait les variables avec var. Donc toujours var, le nom de la variable égale la valeur affectée à la variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'indique pas les types. Donc on n'a pas dit que ma variable elle est de type integer, par exemple, puisqu'elle a la valeur 1, 2, 3. Mais automatiquement, le type il est obtenu à travers la valeur qui est donnée à la variable. Donc là, j'ai donné 1, 2, 3. Automatiquement, ma variable, c'est un entier. Si par exemple j'ai mes var, ma variable égale bonjour entre double quote ou simple quote, automatiquement la variable elle est de type string. Donc le langage il n'est pas typé ici, la version 5. Je déclare la variable, je lui donne une valeur, le type de la variable il correspond à la valeur qui a été fournie. Dans la norme 6, au lieu de déclarer une variable avec var, on déclare avec let. Donc let, elle permet de déclarer une variable limitée à la portée du bloc. Elle ne peut être utilisée que dans le bloc où elle a été déclarée et ce n'est pas le cas avec var. Donc par exemple ici, je déclare une fonction qui s'appelle swap. Bon, c'est une fonction qui permet de changer la valeur de x et y. Par exemple, x est égal à 2, y est égal à 3. Je veux donner la valeur 3 à x et la valeur 2 à y. Donc, je vais utiliser cette fonction swap. Si x il est différent de y, donc c'est différent, sinon si tous les deux ils sont égaux à 1 ou 2 ou 3, ce n'est pas la peine. Je vais déclarer une nouvelle variable old à laquelle je vais affecter la valeur de x, mais cette fois avec var. Et je vais déclarer une autre variable qui s'appelle temp, dans laquelle je vais aussi mettre la valeur de x. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la valeur de y, affecter la valeur de y à x. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui est égal à y. Et l'ancienne valeur de x, elle est stockée dans ces deux variables-là, old et temp. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais affecter à y la valeur de temp. C'est bon? Tout ça, c'est dans le bloc de if. Et la déclaration des deux variables, c'est fait dans le bloc de if, le bloc de condition. Je sors du if et j'essaye d'afficher dans la console. Console.log type of old. Donc le type of, ça c'est une fonction qui permet de retourner le type d'une variable. Donc si je mets type of old, elle me retourne number parce qu'à la base x et y, ça va contenir des chiffres tout simplement. Par contre, si je fais console.log type of temp, elle me retourne undefined. Pourquoi? Parce que je suis en train d'utiliser une variable qui a été déclarée dans un bloc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable locale. Si j'avais déclaré la variable après function, là, je peux parler d'une variable qui est déclarée dans la fonction. Maintenant, cette variable temp-là, elle a été déclarée dans le bloc de if. Le bloc de if, je mets une accolade ouvrante et une accolade fermante ici. J'ai fermé le bloc. Je ne peux plus utiliser la variable temp. Donc, en dehors du bloc dans lequel j'ai déclaré la variable, elle devient undefined. C'est comme si je ne l'ai pas utilisée. Par contre, avec var, même si je déclare une variable au milieu d'un bloc, je peux utiliser cette variable-là en dehors du bloc. Donc là, le let, il permet de déclarer une variable limitée à la portée d'un bloc. Là, le bloc pour nous, c'est le bloc de if. Une fois que j'ai fermé la collade du if, tout ce qui a été déclaré en tant que let dans le if, je ne peux l'utiliser que dans le bloc if. Je sors de if, j'essaye d'utiliser temp, il me retourne undefined. C'est comme une erreur. Donc, elle ne peut être utilisée que dans le bloc où elle a été déclarée, ce qui n'est pas le cas avec var. Donc, la nouveauté, c'est la déclaration de variable avec let et uniquement comporter le bloc dans lequel elle a été déclarée. Il y a const qui n'existait pas avant dans le standard 5 qui permet de déclarer des constantes. Donc, j'ai une valeur qui ne change pas. Par exemple, la valeur de pi. Pi, c'est égal à 3,14. Et j'ai besoin d'utiliser cette valeur-là pour faire des calculs. Donc, je vais déclarer pi en tant qu'une constante, const pi égale à 3,14. Et ça déclare une variable pi que je peux utiliser pour faire des calculs et
être sûr et certain que la valeur de pi ne peut pas être changée. Même si je fais dans les calculs pi est égal à 5 ou pi est égal à 6, ça va me retourner une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré la variable en tant qu'une constante. Donc, variable qui ne change pas de valeur, une fois déclarée, la variable de type constante n'est plus modifiable. Donc, je déclare option en tant qu'une constante avec la valeur 1. Si je vais après, je mets option est égal à 2, ça va me retourner une erreur. Parce que j'ai déclaré la variable en tant qu'une constante. Donc là, je ne vais pas mettre let, mais je déclare directement avec const. Et ça me dit que j'ai déclaré une constante qui s'appelle option, qui est égale à la valeur 1. Donc, je peux déclarer des constantes avec const. Il y a ce qu'on appelle la template string. Donc, elle permet de déclarer des chaînes de caractères avec des variables à évaluer à l'intérieur de la chaîne de caractères. Donc, à la différence d'une chaîne de caractères classique, on n'utilise pas la concaténation et les doubles cotes sont remplacés par des anticotes. Donc, par exemple, ici, j'ai déclaré une variable mi dont la valeur est unique, compris entre double cotes, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Ensuite, j'ai déclaré une autre variable mh qui contient 29, donc c'est un integer, donc c'est un entier. Et j'ai déclaré une autre variable qui s'appelle résultat. Et dans résultat, j'ai mis une chaîne de caractères, je suis, et j'ai fait la déclaration des variables que j'ai déjà déclarées. $ entre accolade mi, et j'ai $ entre accolade mh en. Donc, normalement, quand on va compiler ça, donc transpiler et compiler, ça va me retourner, je suis Yannick et j'ai 29 ans. Donc, ça va remplacer chaque variable avec la valeur qui lui a été affectée. Donc, avec le JavaScript, version 6, qu'on ne pouvait pas faire avant, je peux manipuler des chaînes de caractères dans lesquelles je peux évaluer des variables à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. On a deux variables qu'on a évaluées à l'intérieur de la variable résultat. Donc, j'ai fait appel à ces deux variables-là qui vont s'afficher lors de la compilation. Si je fais console.log résultat, ça va m'afficher la chaîne de caractères. Je suis Yannick et j'ai 29 ans comme résultat dans la console. Donc là, j'écris ma phrase. Je fais appel aux différentes variables, chaque variable entre accolade précédée d'$, et je mets le tout entre simples cotes. Et voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'utilisation de la template string ou le traitement des chaînes de caractères. Alors il y a ça. Bon, bien sûr, pour n'importe quel langage, on va voir un peu l'utilisation du... Bon, on a déjà vu le bloc if. Donc ça, c'est pour les conditions. Si vous avez à vérifier une condition, on utilise le if, entre parenthèses, la condition. Entre accolades, si la condition est vraie, voici ce qu'on va exécuter. Si la condition n'est pas vraie, je peux utiliser le else. Entre accolades, le bloc, quand la condition n'est pas vraie, et ainsi de suite. Là, on a les itérations. Alors, pour les itérations, pour les répétitions, normalement, on utilise la boucle for. Je peux utiliser la boucle while, je peux utiliser la boucle do while. Et la nouveauté, parce que ça, c'est ce qui existe déjà dans la version 5, la nouveauté, c'est l'utilisation de la boucle for of. Donc là, on déclare un tableau qui s'appelle langage avec des valeurs séparées par des virgules. Donc, c'est des chaînes de caractères. Alors, toujours là, le tableau, c'est entre accolades pour déclarer un tableau avec des valeurs. Les valeurs séparées par des virgules. Et si c'est des chaînes de caractères, on va les mettre entre double cotes. Donc ça permet de déclarer un tableau de chaînes de caractères composé de 4 valeurs, C, C++, C#, JavaScript, qui sont ajoutées au tableau langage. Maintenant, ce tableau-là, pour parcourir les valeurs du tableau, pour afficher ces 4 valeurs-là, normalement, je dois utiliser une boucle pour afficher langage de 0, langage de 1, langage de 2 et langage de 3. Donc, je peux mettre for i est égal à 0, i inférieur strictement à 4, i++, console.log, langage de i. Et ça va m'afficher langage de 1, langage de 2, de 3 et 4, qui est C, C++, C# et JavaScript.
Ou bien, je peux utiliser la nouveauté qu'on va aussi utiliser pour le TypeScript, qui est let from of. Donc, for, entre parenthèses, let, je déclare une variable. C'est comme le i qu'on utilise pour naviguer le tableau. Maintenant, je vais déclarer une autre variable. Je peux l'appeler L, je peux l'appeler I, je peux l'appeler langage, ce que vous voulez, of le tableau, qui est langage. Je ferme la parenthèse, j'ouvre l'accolade. Et dans l'accolade, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le traitement. Donc, le traitement, c'est quoi? C'est le fait d'afficher les éléments du tableau. Donc, chaque élément, il est représenté par la variable langage. Console.lang, langage, ça va m'afficher quoi? C revient à la ligne, C++ revient à la ligne, C# revient à la ligne et JavaScript pour terminer. Donc, pour les itérations, si vous avez à parcourir les éléments d'un tableau, vous pouvez utiliser le while, le do while ou le for et vous pouvez utiliser la nouvelle boucle qui est for. Entre parenthèses, je déclare une variable avec let, of le nom du tableau, entre accolades et je fais le traitement. Et j'utilise la variable comme référence à chaque élément de tableau. Donc, langage ici, c'est comme si j'ai mis langage de i, avec i allant de 0 jusqu'à 3, i++, bien sûr. Donc, ça, c'est une nouvelle instruction d'itération qui a été introduite en JavaScript 2015 ou bien JavaScript la version 6 qui est aussi utilisée dans le TypeScript. Alors, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a objet littéral. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, déjà, la version 5, ce n'était pas orienté objet. La version 6, la version 7 et plus, le JavaScript, il est orienté objet. TypeScript, il est basé sur ces versions orientées objet. Donc, automatiquement, TypeScript, il est orienté objet. Et dans l'orienté objet, on parle de classe, on parle d'héritage, on parle d'interface et on parle d'objet. Donc, ici, je peux déclarer ce qu'on appelle un objet littéral, une structure qui permet de stocker les variables et les méthodes. Il est possible de déclarer ces objets en se passant du mot-clé function. Donc, je n'ai même pas besoin de déclarer fonction. Directement, utiliser le let pour la déclaration d'une variable qui s'appelle engin égale. Et là, on n'a pas mis une valeur directement, mais on a mis des accolades. Donc, dans l'accolade, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fonction qui s'appelle initialize, qui va afficher init, et il y a une fonction qui s'appelle display, qui prend en entrée une variable qui s'appelle message, qui va afficher dans la console ce message-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un objet littéral qui s'appelle engin, qui est composé de deux fonctions. Une fonction initialisée et une fonction affichée, qui affiche un message. Donc, un objet, normalement, quand je crée un objet dans un langage orienté objet, je peux afficher les attributs de cet objet-là et je peux appliquer des fonctions sur cet objet-là qui se trouve dans la classe de l'objet. Maintenant, la nouveauté dans le ECMA standard 6, c'est que je peux déclarer des objets sans déclarer des classes. Je peux déclarer directement les objets avec leurs fonctions, avec leurs propriétés. Donc, il suffit de déclarer le nom de l'objet comme variable égale entre accolades, donc accolade fermante ouvrante et accolade fermante, il y a un point-virgule après, et entre les deux accolades, je vais mettre les propriétés, je vais mettre les déclarations des fonctions. Là, on a mis juste deux fonctions, une fonction initialisée et une fonction display. Donc, et comme ça, j'ai déclaré une variable de type objet littéral. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, ce qu'il y a aussi comme nouveauté, c'est les valeurs par défaut. Alors, les paramètres peuvent être déclarés par défaut dans les fonctions et les méthodes. Ça n'existait pas avant. Je ne pouvais pas déclarer une valeur par défaut pour un élément en entrée. Donc, par exemple, ici, ça, c'est la version du code en JavaScript 5. Var, add, donc je suis en train de déclarer une variable qui est une fonction. Je suis en train de déclarer une fonction égale function qui prend en entrée x et y. Et c'est quoi le traitement? Var x est égal type of égal à number. Donc, si le type de x, c'est un number, ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement ternaire. Donc, ça, c'est la condition.
Après le point d'interrogation, c'est le résultat si la condition est vraie. 2 points, le résultat si la condition elle est fausse. Donc, si le type of de x c'est un number, on va affecter à x, x. Sinon, je lui donne 0. Même chose pour y. Je déclare une nouvelle variable y, telle que le type de ce y l'a fourni en entrée, celui-là. Si c'est un nombre, je vais donner la valeur de y à y, sinon je donne 0. Donc, si par exemple, je vais mettre add entre parenthèses 3 et 4, je vais donner à x 3, à y 4, et je vais retourner x plus y qui est 3 plus 4, ça va retourner 7. Mais si par exemple, je vais mettre add entre parenthèses bonjour, virgule 4. Donc, bonjour, le type, ce n'est pas un number, mais c'est un string. Donc, automatiquement, on ne va pas lui affecter bonjour, mais on va lui affecter 0. Et y qui est égal à 4, c'est un number, donc on va lui affecter 4. Et ça va nous donner 0 plus 4, ça va donner 4. Donc, ça va retourner la valeur de y. Donc là, on vérifie, est-ce que le type de la valeur fournie en entrée, c'est un number? Si c'est oui, on va prendre cette valeur-là et on va l'affecter à la variable x et y et on fait la somme et on retourne la somme. Sinon, on remplace par des zéros. Ça, c'est l'écriture du code en JavaScript version 5. Maintenant, pour la version 6, je déclare la variable ou bien la fonction, pardon, avec le let, égale function, le mot-clé, entre parenthèses, et je mets x est égal à 0, y est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné des valeurs par défaut à x et y, chose que je ne pouvais pas donner ici. C'est pour ça que je faisais ce conditionnement ternaire-là. Donc, x et y sont égales à 0, return x plus y. Ça veut dire quoi? Si je ne donne pas une valeur à x et y, par défaut, ils ont la valeur 0, 0. Si je donne une valeur à x et une valeur à y, je vais prendre la valeur que j'ai donnée, tout simplement. Donc, si je ne donne pas de valeur, ça va être la valeur par défaut qui est 0 et 0. Donc, ça, ce n'est pas une affectation permanente, mais c'est une valeur par défaut. Dans le cas où x et y ne sont pas fournis par l'utilisateur, on va leur donner les valeurs par défaut 0 et 0. Et là, ce code-là, il a été tout le code, il a été remplacé par ce petit bloc-là. Donc, voilà. Les valeurs par défaut, je peux les utiliser. Donc, si vous avez une valeur par défaut, dans le cas où on ne va pas donner une valeur à une variable, vous pouvez directement mettre, surtout dans les fonctions égale à 0, x, et ça va être la valeur par défaut si jamais je ne renseigne pas la valeur de x ou la valeur de y. Alors, parmi les nouveautés aussi qu'on va utiliser pour le TypeScript, c'est ce qu'on appelle les fonctions fléchées, ou bien les fonctions lambda, ou bien les arrow functions. Donc, arrow function pour l'anglais, fonction lambda, fonction fléchée pour le français, si jamais vous voulez faire des recherches ou aller voir des tutoriels d'application de ECMA standard 6 ou TypeScript ou autre. Donc, ça c'est quoi? C'est une nouvelle syntaxe qui permet de faciliter l'écriture des fonctions. Donc, au lieu d'écrire function comme ce qu'on a fait ici lors de la déclaration, avec la déclaration, avec les accolades, avec le contenu dedans, je peux remplacer cette écriture-là avec fonction lambda. Je vais éliminer function et je vais utiliser la flèche directement après les arguments. Donc là, je déclare par exemple un tableau value qui contient des valeurs numériques, donc des numbers. Ensuite, values.sort, je déclare une fonction qui s'appelle sort, qui va faire le tri, et je lui donne en entrée deux variables A et B. La flèche, c'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? Return B-1. Le tout compris entre parenthèses. Alors, au lieu de déclarer à la base la fonction sort, let sort égale function entre parenthèses A et B entre accolade return B-A et après utiliser values.sort sur les éléments, je peux directement déclarer la fonction en utilisant ce qu'on appelle les fonctions fléchées, fonctions lambda ou bien arrow function. Donc là, je n'ai pas utilisé le mot-clé function, mais j'ai utilisé la flèche pour dire que cette fonction-là
elle contient ces éléments en entrée. Et pour ces éléments en entrée, voici le traitement qui va me retourner un résultat. Donc, je peux directement utiliser ce format-là. Comme je peux utiliser function sans problème, alors le but de fonction fléchée, c'est quoi? C'est de faciliter l'écriture des fonctions. C'est comme un raccourci. Je n'ai pas besoin d'écrire le mot-clé function, de faire les parenthèses et de retourner la ligne, faire la structure comme ce que nous avons fait ici pour la déclaration de la variable de type fonction et après l'utiliser. Mais je déclare directement la variable que je suis en train d'utiliser. Entre parenthèses, je donne les attributs en entrée, les valeurs en entrée, lambda, flèche, arrow, entre accolades, le code du traitement et je ferme ma parenthèse, point virgule. Et j'ai déclaré une fonction et en même temps, je suis en train d'utiliser directement la fonction. Donc, ces fonctions fléchées-là, elles permettent de faciliter l'écriture des codes des fonctions, bien sûr. Alors, il y a ça. Alors, toujours pour les fonctions fléchées, dans le corps d'une fonction fléchée, this n'est pas blindé à la fonction elle-même, mais au contexte dans lequel la fonction est définie. Donc, this, normalement, il est utilisé aussi pour le standard JavaScript 5. Donc, ça permet de faire référence à un objet. This, qu'on utilise aussi dans l'orienté objet, dans Python ou autre. Alors là, on a un code écrit en JavaScript 5. Donc, je déclare une variable Nate. Et cette variable-là, elle est de type objet, soi-disant. Et là, je donne la propriété name, attribut name qui a la valeur Nate. Et puis, guitare avec S qui est un tableau qui contient 3 valeurs. Ensuite, je déclare une fonction print guitars function var self this.guitar for each. Pour chaque valeur dans la fonction, je vais utiliser self.name, Nate, puis plays et je vais afficher une des 3 valeurs là, Gibson ou Martin ou Tyler, qui sont des types de guitare. Et ça va m'afficher ça. Pour écrire le code en TypeScript ou bien en version 6, bon, bien sûr, la var, je peux utiliser le let. Là, au lieu d'utiliser le var self pour déclarer le 10 et donner 10 comme valeur à self, je peux utiliser le 10 directement. Donc, print guitars function. Là, 10.guitar for each G et on a utilisé une fonction fléchée. Console.log 10.name plus play la valeur de G, donc for each G, pour chaque valeur dans guitars, on va l'afficher ici. Donc, on va boucler 3 fois. 10.name qui va retourner la valeur de Nate. Plays donc joue avec. Et G qui va retourner chacune des 3 valeurs du tableau guitare. Donc, l'utilisation des valeurs, enfin, des fonctions fléchées, ça permet d'utiliser le 10 directement dans le code en dehors de la fonction déclarée. Bon, bien sûr, tout ça, quand on va faire le TP, on va appliquer directement, vous allez voir l'utilité en application dans le TP. Un autre avantage de ces fonctions fléchées est l'accès au 10 à l'intérieur de la fonction. Alors, puisque 10, c'est important parce qu'il permet de atteindre la valeur de l'objet ou la valeur de fonction. Donc là, avec une fonction fléchée, je peux utiliser le 10 directement à l'intérieur de la fonction fléchée. Donc ça, c'est l'objet littéral engine qu'on a déjà déclaré. Donc, il y avait la fonction initialisée et la fonction display. Alors, pour initialiser, on a ajouté un attribut en entrée qui est élément. Donc, l'élément, ça, c'est un élément JavaScript. On va faire un TP pour voir ces fonctions-là. Donc, élément.add event listener. Donc, ça, c'est une fonction qu'on va appliquer sur un élément en entrée. Là, cet élément-là, il représente la souris, le curseur qu'on utilise pour se déplacer. Et le event, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de cliquer? Est-ce que je suis en train de sélectionner? Est-ce que je suis en train de passer sur un lien ou autre? Donc, c'est ça ce qui va nous retourner. Et display, il va me retourner le type de l'événement. Sinon, je ne fais rien, ça va me retourner false. Et bien sûr, là, on a le message qui est affiché.
Donc, avec les fonctions fléchées, je peux directement utiliser le 10 à l'intérieur de la fonction fléchée. Donc là, la fonction fléchée, c'est à peu près ce keydown qui prend en entrée event et qui va retourner 10.display. Donc, elle va exécuter cette fonction-là, event.type, qui va afficher dans le console ce message-là qui est le type de l'événement qu'on est en train d'écouter. Bon, tout ça, bien sûr, on va essayer de le voir en TP pour mieux comprendre. Donc, les gens qui connaissent JavaScript, ils vont savoir de quoi le add event listener. Sinon, là, bien sûr, on va le faire en TP pour appliquer et voir comment ça se passe. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a ce qu'on appelle des promesses. Promise. C'est un objet utilisé pour simplifier la synchronicité. Donc, il y a ce qu'on appelle synchrone et asynchrone. Synchrone, ça veut dire que ça se passe en même temps. Il y a une liaison entre A et B. Je suis en train d'envoyer un message et de recevoir une réponse. Il y a une synchronisation, il y a un canal de communication entre les deux qui est ouvert. Asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lancer un traitement et je n'attends pas la réponse de ce traitement-là. Ça pourra venir après 1 seconde, après 2 secondes et ainsi de suite. Je ne suis pas conditionnée par l'exécution de la première action. Donc, c'est une action que je vais lancer qui va s'exécuter après un moment de temps. Donc, si j'ai un traitement asynchrone, je peux utiliser ce qu'on appelle une promesse. Elle reste en écoute au résultat d'une opération asynchrone et faire une notification si elle va réussir ou non. Donc, moi, je lance un traitement. Normalement, quand c'est synchrone, je dois obtenir automatiquement la réponse. Si c'est asynchrone, le traitement, il est lancé et on va attendre est-ce qu'il va s'exécuter avec succès ou bien il va y avoir une erreur. Donc, si je le lance avec une promesse, la promesse, elle va écouter et elle va attendre l'exécution après un certain temps. Donc, si ça s'exécute, elle va afficher un message comme quoi ça s'est bien exécuté. Sinon, elle peut me retourner l'erreur qui s'est réalisée lors de l'exécution. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces promesses-là lors des traitements asynchrones. Parce que quand c'est asynchrone, je peux lancer le traitement et je peux l'oublier. Donc, je ne sais pas est-ce que ça s'est exécuté ou pas. Ça peut générer une erreur, mais qui ne bloque pas le traitement, puisqu'il n'y a pas un traitement après l'exécution de cette action-là. Donc, j'utilise les promesses pour soit récupérer que l'action s'est exécutée sans problème, ou bien récupérer l'erreur s'il y a eu une erreur lors de l'exécution. Donc, comment on fait? Donc, autrement, promesse vous informe si une opération asynchrone est terminée et retourne le résultat de cette opération-là. Donc, je déclare une promesse, bon, avec let, normalement, ce n'est pas var, puisqu'on est dans les nouvelles versions. Donc, new promise. Donc, c'est comme un objet qui appartient à une classe qui s'appelle promise. Ensuite, p.then_result, ça c'est une fonction fléchée. Si on a un résultat, normalement, on va retourner le résultat, sinon on va aussi retourner l'erreur. Promise.resolve résultat, promise.reject error. Donc, on va lancer le traitement et s'il y a un résultat qui est obtenu, si ça s'est exécuté, on va le stocker dans résultat. S'il y a une erreur, on va la stocker dans error. Et c'est ce qu'on va essayer de récupérer par la suite. Donc, promise.all, P1, P2.then_results, là, ça va nous afficher tous les résultats, que ce soit un résultat où ça s'est exécuté sans problème, ou bien quand le traitement, ça s'est réjecté et il y a eu un problème lors de l'exécution. Donc, si vous avez un traitement que vous allez lancer et que vous voulez savoir est-ce qu'il s'est exécuté ou pas, par exemple, vous voulez lancer un batch ou un script à 3 heures du matin pour faire la mise à jour ou l'insertion des données dans une base de données, ou le rafraîchissement d'une page ou autre. Et c'est un traitement asynchrone parce que le résultat, je ne vais pas le voir directement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je peux lancer ça dans une promesse. La promesse, elle va suivre l'exécution du traitement. Si le traitement s'exécute sans problème, elle va me retourner la sortie, donc le résultat, réussi ou pas.
S'il y a eu une erreur lors de l'exécution, il y a eu le serveur qui a planté, il y a eu la base de données, on n'a pas eu l'accès parce qu'on a le login ou le mot de passe n'était pas correct ou autre, elle va retourner l'erreur lors de l'exécution. Donc, puisque c'est asynchrone, moi, si j'obtiens pas l'erreur, je ne sais pas est-ce que c'était exécuté ou pas. Donc, l'utilité de cette promesse-là, c'est qu'elle va suivre l'exécution du traitement asynchrone et elle va donner la sortie. Soit il s'est bien exécuté ou bien il y a eu une erreur et voici l'erreur obtenue lors de l'exécution. Donc, je peux lancer une promesse, je peux lancer plusieurs promesses en même temps et récupérer le résultat, bien sûr. Alors, il y a ça. Alors, autre nouveauté, on a des méthodes pour string, donc d'autres méthodes pour la gestion des chaînes de caractères. Donc, on a vu la déclaration de variables dans une chaîne de caractères et l'affichage du résultat de ces variables-là lors de la compilation. Il y a l'interface math qui permet de faire plus d'opérations mathématiques. Il y a l'interface array qui permet de déclarer des tableaux et de faire des traitements sur les tableaux. Donc, bien sûr, on va voir ça au fur et à mesure. Il y a ce qu'on appelle les collections. Donc, c'est comme des tableaux, mais avec des indices pour chaque élément du tableau qu'on peut déclarer avec set et avec map. Il y a ce qu'on appelle les proxys et les réflexions. Il y a les générateurs. Il y a d'autres nouveautés. Donc, on a essayé de présenter ça, la déclaration d'une variable avec let, les fonctions fléchées, les promesses, les objets littéraux, la déclaration des valeurs par défaut et l'utilisation de la template string. Pourquoi? Parce que ça, on va le voir dans le TypeScript. Bien sûr, le reste, on va essayer de le voir quand on va présenter le langage TypeScript. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les nouveautés par rapport à la déclaration des variables, par rapport à la fonction, par rapport au type et ainsi de suite. La majeure nouveauté par rapport au standard 5, c'est qu'on est dans le contexte de la programmation orientée objet. JavaScript version 5, c'est un langage qui n'est pas orienté objet. À partir de la version 6, la version 7 et les autres versions 8, c'est un langage orienté objet. Donc, c'est pour ça que TypeScript, il est aussi orienté objet parce qu'il est basé sur la version 6. Et le problème, c'est que pas tous les navigateurs, ils peuvent exécuter la version orientée objet de JavaScript. Donc, tous les navigateurs, ils exécutent le code version 5, mais pas tous les navigateurs, ils vont exécuter le code qui version 6. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va traduire le TypeScript ou bien le JavaScript version 6, 7 et 8 et plus vers un code JavaScript version 5 qui n'est pas orienté objet. Et c'est ce code-là traduit en version 5, c'est ça ce qu'on va exécuter dans le navigateur et ça va donner un résultat, une sortie sans problème. Donc, on répète toujours pour expliquer cette question de transpilation. Alors, pour la partie programmation orientée objet, bien sûr, qui parle d'orienté objet, on a les objets, on a les classes, on a les interfaces. On a déjà parlé d'objet littéral. Alors, les classes, pour la déclaration, c'est une déclaration simple, sans point, virgule à la fin de la déclaration. Déclaration des méthodes sans utiliser function. Donc, je déclare les fonctions dans une classe. C'est ce qu'on a aussi fait pour l'objet littéral sans utiliser le mot-clé function. Absence de l'encapsulation, ce qui rend les variables et les méthodes accessibles depuis l'extérieur. Normalement, pour un langage orienté objet, je peux déclarer les attributs ou les fonctions avec private, public, protected. Et c'est ça ce qui va me donner l'encapsulation. Là, dans la version 6, il n'y a pas cette encapsulation-là. Donc, il n'y a pas ni private, ni public, ni protected. Normalement, tout le monde est public. Donc, je peux atteindre et les attributs et les fonctions en dehors de la classe. Donc, la déclaration d'une classe personne avec un constructeur qui prend en entrée deux valeurs, name and age. This.name égale la valeur que j'ai affectée à la variable name et this.age égale à la valeur que j'ai affectée à la variable age. Donc, ça, c'est le constructeur pour l'initialisation d'un objet personne avec deux attributs, nom et âge. Et puis, j'ai une autre fonction, toString, qui va retourner une chaîne de caractères. Et là, on est en train d'utiliser la template string. Donc, hi, I am this.name. Donc, ça, c'est le nom de la variable
compris entre accolade précédée d'un dollar. Et on a dit c'est ce qu'on utilise pour afficher les valeurs des variables dans une chaîne de caractères. And I am, le nom de la variable toujours entre accolade précédée d'un dollar, years old. Et normalement, bon, si on montre le nom, l'exemple qu'on a déjà donné, Yannick, avec l'âge 29, ça va nous afficher ou ça va nous retourner en console. Si je crée un objet personne, donc je déclare P qui est un objet personne et je mets P.toString, ça va m'afficher, bon, bien sûr, P, j'ai déjà donné Yannick et 29, ça va afficher Hi, I am Yannick and I am 29 years old, si vous voulez. Donc, la déclaration, pas de point, virgule à la fin, juste là, l'accolade fermante, le nom de la classe, bien sûr, avec le mot-clé classe. Et à l'intérieur, je peux déclarer les attributs. Là, on a déclaré juste deux fonctions. On a déclaré le constructeur par défaut et on a déclaré la fonction toString. Et on n'a pas ajouté le mot-clé function. Donc, je déclare les fonctions directement. Donc, voilà pour la déclaration des classes. Alors, pour l'héritage, quand est-ce qu'on utilise l'héritage? Quand on a une classe qui va hériter d'une autre classe. Donc, elle peut utiliser, quand on utilise l'héritage, ça veut dire qu'elle peut utiliser le constructeur par défaut et automatiquement, elle peut faire appel à cette fonction-là. Donc, on a déjà déclaré une classe personne et là, je veux déclarer une classe développeur. Donc, un développeur, automatiquement, c'est une personne. Donc, le développeur, il est aussi caractérisé par un nom et par un âge. Et aussi, il est caractérisé par un message d'accueil qui affiche le nom et l'âge. En plus du nom et de l'âge, un développeur, il est caractérisé par un langage de programmation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un héritage. L'héritage se fait avec le mot-clé extends. Donc, classe, pour déclarer la nouvelle classe. Le nom de la classe, c'est développeur. Hérite, extends, le nom de la classe mère qui est personne. Donc, cette ligne-là, ça veut dire quoi? La classe développeur, elle va hériter de la classe personne. Donc, automatiquement, je peux utiliser le constructeur avec le nom et l'âge et je peux utiliser la fonction toString. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a redéclaré le constructeur. Donc, constructeur name and age, on a ajouté l'attribut langage. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Super name age. Donc, ce super-là, c'est un mot-clé qui fait référence au constructeur de la classe mère personne. Parce que dans le constructeur de la classe mère personne, j'ai déjà déclaré les variables name and age. Donc, je ne vais pas les déclarer des fois. J'utilise super name and age. C'est comme si j'ai écrit this.name est égal à name, this.age est égal à age. Je vais faire appel au constructeur de personne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le troisième attribut qui est langage. Je vais mettre this.langage est égal à langage. Donc, j'ai déclaré le constructeur de la classe développeur en faisant appel au constructeur de la classe personne et en ajoutant le troisième attribut langage. Et là, je vais redéclarer la même fonction toString que j'ai déjà déclarée dans personne. Alors, dans la classe personne, on a dit toString, c'est pour afficher le nom et l'âge. Maintenant, je dois afficher aussi le langage. Donc, je vais prendre cette même phrase et je vais ajouter le langage. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Return super.toString. Donc, toujours super, elle fait référence à la classe d'où j'ai fait l'héritage. Donc, j'hérite de la classe mère. Super.toString, ça va me retourner ça. Hi, I am this.name and I am this.age years old. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Plus, pour faire la concaténation entre deux chaînes de caractères. I am a developer who likes this.langage. Là, on a fini la déclaration de la classe. On a terminé avec une accolade fermante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un nouveau objet D avec let qui appartient à la classe développeur. Donc, let D est égal à new developer. Entre parenthèses, et on a donné les valeurs pour l'initialisation de l'objet avec le constructeur par défaut. Donc, on a donné la valeur du nom, la valeur de l'âge et la valeur de langage. Donc, on fait appel à ce constructeur-là. Là, on a console.log d.toString. Donc, je fais appel à la fonction toString.
Donc, toString ici, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner super.toString, ça veut dire toString de la classe personne. Donc, hi, I am, le nom c'est Yannick and I am 29, bon, j'ai 29 ans. Donc, ça va afficher ça. 2 points, 2 points, et ça va afficher le reste. I am a developer who likes JavaScript. Et vous avez le résultat qui est affiché ici. Donc, normalement, dans la console, on va avoir ça. La première partie qui est la fonction toString qu'on a héritée de la classe personne et la deuxième partie qui est le reste de la fonction qui a été ajoutée dans la classe fille développeur. Donc, l'héritage, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de réutiliser des fonctions qui sont déclarées dans la classe mère, réutilisation du constructeur, réutilisation des fonctions et aussi réutilisation des attributs. Bien sûr, on va faire dans les TP, on va faire de l'héritage et vous allez mieux voir ça. Alors, toujours pour l'héritage, bien sûr, vous avez besoin du mot-clé extends. Ça, c'est ce qu'on appelle une classe fille et ça, c'est ce qu'on appelle une classe mère. Ça, c'est le cas spécial et ça, c'est le cas générique. Donc, on parle d'héritage ou bien du phénomène spécification-généralisation. La généralisation, c'est une personne, ça, c'est le cas général. Tout le monde est une personne, tout le monde est caractérisé par un nom et par un âge. Et il y a les développeurs qui sont aussi caractérisés par un langage. Il y a les mathématiciens qui sont caractérisés par une spécialité en maths, algèbre ou analyse ou autre. Il y a les, je sais pas moi, les étudiants qui sont caractérisés par une matière qu'ils aiment. Il y a les secrétaires qui sont caractérisés par un outil qu'ils utilisent, que ce soit Microsoft ou Open Soft ou autre, et ainsi de suite. Mais à la base, tout le monde est une personne qui est caractérisée par un nom et par un prénom. Donc, le cas spécial, il hérite toujours du cas général ou du cas générique. Donc, on va hériter du nom et de l'âge et on va ajouter ce qui rend spécial cette nouvelle classe qui est le langage pour développeurs, qui peut être le CNE pour l'étudiant, qui peut être, je ne sais pas moi, la spécialité pour un technicien et ainsi de suite. Donc, voilà pour l'héritage. Alors, bien sûr, ça, on trouve ça dans n'importe quel langage orienté objet. Il y a toujours l'héritage, il y a l'encapsulation, il y a la déclaration des classes. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les méthodes statiques. Alors, appartient à une classe est définie par le mot statique. Donc, pour déclarer une fonction statique dans une classe, les méthodes statiques sont appelées par rapport à la classe entière et non pas par rapport à une instance donnée, c'est-à-dire un objet de la classe. Et elles sont généralement utilisées sous forme d'utilitaire au sein des applications. Alors, juste pour expliquer, là, on a déclaré le constructeur qui est aussi une fonction ou une méthode et on a déclaré la méthode toString. Quand j'ai voulu déclarer ou utiliser la méthode toString, je dois déclarer un objet, ce qu'on appelle une instance de la classe personne. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais l'objet point, le nom de la fonction. Alors, avec le ECMA standard 6, il est possible de déclarer ce qu'on appelle des méthodes statiques. Quand je déclare une méthode statique, je dois ajouter avant le nom de la méthode ou bien de la fonction statique. Mais cette méthode-là, elle n'est pas déclarée à partir d'un objet, mais elle est déclarée à partir de la classe entière. Donc, on va voir l'exemple. Là, par exemple, j'ai une classe point. Alors, un point dans le repère, il est déclaré par deux attributs, x et y. Donc, vous avez le plan. Donc, vous avez l'axe des abscisses, l'axe des x et l'axe des y. Et un point, je vais le déclarer avec ça. Je vais créer un constructeur pour x et y. 10.x est égal à x, 10.y est égal à y. Donc, ça, c'est pour l'initialisation des objets qui vont appartenir à la classe point. Je déclare une fonction statique qui s'appelle distance, qui prend en entrée A et B. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me calculer une constante. Vous vous rappelez const? Ça, c'est pour déclarer des constantes. On a dit des constantes, c'est une variable dont la valeur ne change pas. Donc, constante dx qui est égale à a.x moins b.x et constante dy qui est égale à ay moins by. Donc, a et b ici, c'est quoi? C'est des objets de type point, où chaque objet, il est
caractérisé par deux attributs qui sont x et y. Donc, je vais calculer la différence des x pour a et b que je vais mettre dans dx et la différence des y pour a et b que je vais mettre dans dy. Par la suite, je vais utiliser la classe math, point hypo, donc pour avoir la racine carrée soi-disant de dx, dy. Et ça va retourner une valeur numérique, bien sûr. Là, je dois déclarer P1 en tant qu'objet. On l'a déclaré en tant que constante, ça veut dire que sa valeur ne va pas changer. Il va y avoir toujours pour P1 5, 5. Donc, x est égal à 5, y est égal à 5. J'ai déclaré un autre point P2 avec x est égal à 10, y est égal à 10. Console.log, je fais appel à distance. Mes distances, elle est déclarée avec le mot-clé statique. Donc, ça veut dire que je ne peux pas écrire P1.distance ou bien P2.distance, mais je dois donner le nom de la classe. Point. Le nom de la classe, c'est point. Donc, c'est point.distance entre parenthèses P1 et P2. Et ça va calculer la distance entre le point P1 et le point P2. Donc, quand vous avez besoin d'une fonction qui ne s'applique pas sur un objet, mais qui fait un traitement sur plusieurs objets, je vais la déclarer en tant que statique. Et pour faire appel à cette fonction-là, je dois utiliser le nom de la classe. Donc, normalement, pour toutes les fonctions, c'est le nom de l'objet. Par exemple, ici, point le nom de la fonction, parce que je vais utiliser la fonction pour afficher le contenu de l'objet, les valeurs de l'objet, le nom, le prénom, pardon, le nom, l'âge et le langage de programmation. Par contre, là, je ne vais pas afficher ou faire un traitement sur l'objet qui est P1, mais je vais utiliser P1 pour faire un traitement. Je vais utiliser les valeurs de P1 et les valeurs de P2 pour calculer une distance. Donc là, je déclare une fonction statique. Je utilise la fonction à partir du nom de la classe, point distance, et à l'intérieur, je donne les valeurs des points pour lesquels je veux calculer la distance, qui sont les deux objets P1 et P2. Donc, si vous avez besoin de faire ce genre de traitement-là, on déclare la fonction en tant que statique et en entrée, elle doit prendre des objets qui appartiennent à la classe en question. Donc, si par exemple, j'avais déclaré une fonction statique distance dans développeur, par exemple, en entrée, elle doit prendre A et B tel que A, c'est un objet développeur et B aussi, c'est un objet développeur. Donc, toujours ces fonctions statiques-là, ils permettent de faire un traitement à partir des objets de la classe dans laquelle appartient cette fonction-là. Donc, voilà pour statique. Bon, ça, c'était la partie orientée objet. Donc, pour la partie orientée objet, on avait déjà parlé des objets, littéral. On a introduit la classe, l'héritage avec le extend, et puis les méthodes statiques dans une classe, que ce soit une classe fille ou une classe mère. Statique, vous pouvez l'utiliser dans une classe normale, comme vous pouvez l'utiliser dans un héritage sans problème. Donc, ce qu'on va voir après, ça va être la partie module et dépendance. Et bien sûr, ensuite, on va introduire le langage TypeScript. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'était un peu clair? Vous avez compris un peu c'est quoi Angular? Les nouveautés de ce standard ECMA standard 6. Pourquoi on est en train de le voir déjà? Parce que c'est la base de TypeScript qu'on va essayer de voir en détail encore une fois. Bon, déjà, tout ce que nous avons vu, on va l'utiliser dans TypeScript. Donc, ça va être juste un rappel. Déclaration des variables avec let, l'utilisation des fonctions, l'utilisation des valeurs par défaut, l'utilisation des classes, de l'héritage, de méthodes statiques. Tout ça, on va l'utiliser en TypeScript avec d'autres nouveautés, bien sûr, qu'on va voir au fur et à mesure. C'est bon? C'était clair? Vous avez des questions? Oui, non? Non, madame. C'est bon? Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je vais créer, comme je vous avais dit, un espace dans Google Classroom que je vais partager avec vous le lien sur WhatsApp et vous allez trouver le support de cette première séance.
Et bien sûr, au fur et à mesure, on va essayer de voir les autres parties. D'accord? Donc, je vous Super. souhaite bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci.